La surface de la Lune compte des millions de cratères, mais quelque chose d'autre a attiré beaucoup d'attention sur elle, un trou géant rare qui s'est avéré être un tube. Il a été découvert lorsque l'orbiteur lunaire japonais recueillait des données autour du puits de lumière de la Lune, l'entrée du tube. Les chercheurs ont trouvé un motif d'écho spécifique qui suggérait la présence d'une zone creuse. Ils ont découvert d'autres motifs d'écho à quelques endroits près du trou, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres tubes lunaires dans la zone. Dans ce grand tube, on pourrait placer un terrain de football entier et le tube pourrait l'avaler en entier. Il a une forme irrégulière et fait 130 mètres de diamètre. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des grottes secrètes, un système de tunnels ou tout un paysage géologique merveilleux sous la surface. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune, ou même une base pour une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours, à cause des conditions qui règnent sur le satellite. Il y a une large gamme de températures, une faible atmosphère et aucun champ magnétique qui protège la surface contre les radiations ou les rayons du Soleil. Les astronautes portent des combinaisons spatiales qui ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes, mais un tube de lave le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se couvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que celui que l'on trouve sur la Lune. Il existe un type d'arbre spécial appelé arbre lunaire. Il est cultivé à partir de graines qui ont été emmenées dans l'espace pendant l'une des missions et qui sont ensuite revenues sur Terre. Tu peux trouver ce type d'arbre aux États-Unis. La Terre est 27% plus grosse que la Lune et beaucoup plus massive. Notre gravité est aussi plus forte. Si tu laisses tomber une pierre sur la Terre, elle tombera plus vite. 68 kg sur la Terre ne représentent que 11 kg sur la Lune. La Terre a de nombreux satellites qui tournent autour d'elle, mais la Lune est son seul satellite naturel. Notre Lune s'est formée lors d'une grande collision entre la Terre et une autre planète de la taille de Mars. Cela s'est produit il y a environ 4,6 milliards d'années, peu après la formation du Soleil et de notre système solaire. Après la collision, un nuage de roches vaporisées s'est mis en orbite autour de notre planète, s'est refroidi et a pris la forme d'un anneau de petits corps solides. Ils se sont ensuite rassemblés et sont devenus la Lune, laissant des cratères en souvenir de cette collision. Si tu te tiens à la surface de la Lune, ton ombre sera plus sombre que sur Terre. C'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière et créer des ombres plus claires. L'une des lunes de Jupiter, Io, possède des centaines de volcans produisant des éruptions assez puissantes, envoyant parfois des panaches à 400 km dans l'atmosphère. Ces éruptions se produisent à cause de la gravité extrêmement forte à laquelle cette lune est exposée. Ses entrailles se contractent et se dilatent pendant les périodes où elles se rapprochent puis s'éloignent de Jupiter, ce qui génère suffisamment d'énergie pour une activité volcanique intense. Outre les planètes, des corps spatiaux plus petits ont parfois des lunes. En 1993, des chercheurs ont découvert un astéroïde de 32 km de large et sa lune de 1,6 km de large. Il faudrait 400 000 lunes pour égaler la luminosité de notre étoile, le Soleil. La Lune reflète la lumière qu'elle reçoit du Soleil, mais elle ne produit pas la sienne. Cette luminosité dépend de l'angle entre la Lune, la Terre et le Soleil. Notre Lune se trouve à environ 32 terres de nous et à 29 terres à son point le plus proche. Lorsque la nuit est sombre et claire, il semble que tu puisses toucher la pleine Lune. Mais si tu voulais le faire, tu devrais voyager sur une distance de 400 000 km. Pourtant, il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties ombragées en permanence près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a très longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment frappées par des astéroïdes et des comètes qui contenaient de l'eau glacée. Ce processus pourrait même avoir contribué au développement de nos lacs et de nos océans, et pas seulement de l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. Or, la même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Sur les 200 lunes de notre système solaire, la nôtre est la 5e plus grande. La lune de Jupiter est la plus grande, presque 1,5 fois plus grande que la nôtre. Apollo 11 est la mission au cours de laquelle l'humanité a atterri pour la première fois sur la Lune. C'était un moment très important, diffusé dans le monde entier. Mais il a failli être interrompu par une énorme tempête qui sévissait en Australie à l'époque. Une antenne parabolique a été placée là-bas, ce qui nous a permis de recevoir les signaux de diffusion de la Lune.
La Lune n'est pas un cercle parfait. Elle a plutôt la forme d'un œuf dont le sommet le plus épais est dirigé vers nous. Cette forme est due à sa rotation. Une pleine Lune peut t'empêcher de dormir. Des études ont montré que des personnes avaient eu un sommeil moins profond et mis plus de temps à s'endormir pendant la période de pleine Lune. Il ne s'agit pas tellement de sa luminosité, mais plutôt du cycle lunaire qui influence notre horloge biologique interne. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. En un an, elle s'éloigne d'environ 4 cm. Ce qui signifie que dans environ 600 millions d'années, elle sera plus éloignée de la Terre de 23 500 km qu'elle ne l'est actuellement. Ce chiffre n'a rien d'anodin, c'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. L'humanité n'a pas mis les pieds sur la Lune depuis quelques décennies, mais les empreintes de pas y sont toujours fraîches, car il n'y a pas de vent là-haut, si bien que ces traces peuvent rester là pendant des millions d'années. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune, donc une année y est divisée en 12 jours. Sachant que chacun est aussi long qu'un de nos mois. Les jours ont été nommés d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. Il existe des sources d'énergie possibles pour les êtres vivants sur l'une des lunes de Saturne. Elle possède un océan sous la surface et elle pourrait présenter des réactions chimiques similaires à celles qui aident certaines formes de vie sur notre planète à survivre. La Lune abritait autrefois des volcans actifs, probablement à l'époque des dinosaures. La lave en fusion a durci à sa surface il y a des milliards d'années, ce qui a contribué à créer des cratères lunaires uniques. Mais les volcans sont en sommeil depuis longtemps désormais. La Lune connaît aussi des tremblements de terre, ou plutôt des tremblements de Lune. Tout comme notre planète, la Lune a aussi une croûte qui subit des changements et des mouvements. Les tremblements se produisent lorsque sa croûte se réchauffe et se dilate, ou bien ils peuvent même être causés par des impacts de météorites. Les tremblements de Lune ne sont pas aussi forts que les tremblements de terre, mais ils peuvent durer beaucoup plus longtemps, car la Lune n'a pas assez d'eau pour atténuer les vibrations sismiques. La Lune a une grande amplitude de température car elle n'a pas d'atmosphère. Pendant la journée, la température peut atteindre 93 degrés Celsius. Mais à ses pôles, elle est d'environ moins 240 degrés Celsius. En 2019, des astronautes ont découvert un étrange phénomène spatial. La Lune passait devant le Soleil et à un moment donné, il semblait qu'elle s'arrêtait puis commençait à reculer. C'est la même illusion d'optique que lorsque tu conduis sur l'autoroute et que tu dépasses une voiture qui est plus lente que toi. À un moment, alors que tu avances, il peut sembler qu'elle recule. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur partout. Certaines parties ont jusqu'à 60 km d'épaisseur, tandis que d'autres sont beaucoup plus fines. La Lune elle-même ne change pas de couleur. Lorsque la lumière du Soleil traverse notre atmosphère, elle se reflète sur la Lune et nous la voyons en rose ou en rouge. Parfois, des particules de poussière sont envoyées dans l'atmosphère et, combinées à la lumière du Soleil, elles donnent à la Lune une lueur orange. La Lune n'a pas de face sombre, mais simplement une face cachée que nous ne pouvons pas voir depuis la Terre. La Lune tourne sur son axe une fois et fait un tour autour de la Terre dans le même laps de temps. C'est pourquoi nous n'en voyons toujours qu'une seule face. Toutes les planètes de notre système solaire ont au moins une lune, sauf Mercure et Vénus. Mercure a moins de masse que notre planète. Sa gravité est donc plus faible que la nôtre, environ 38% de la gravité de la Terre. Cela signifie que 45 kg sur Terre équivaudrait à 17 kg sur Mercure. À cause de sa gravité plus faible et parce qu'elle est si proche du Soleil, Mercure ne pourrait pas avoir sa propre lune. Cette dernière s'écraserait probablement sur la planète ou se mettrait en orbite autour du Soleil et serait même un jour attirée par lui. Vénus n'a probablement pas sa propre lune car elle est aussi trop proche du Soleil. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques.
Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire. Et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut. Et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres. Du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIXe siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère,
Il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Bientôt, nous pourrions commencer à construire des tas de choses sur la Lune. En effet, la mission lunaire indienne, Chandrayaan-3, a récemment détecté du soufre près du pôle sud de notre satellite naturel. Cet élément chimique pourra se révéler très utile lorsque nous débuterons nos travaux d'infrastructure sur l'astre de la nuit. C'est la première fois que nous découvrons cet élément chimique très prisé sur la Lune. Sur Terre, on le trouve principalement près des volcans. Son apparition sur la Lune en dit long sur l'histoire volcanique du satellite et sur ses conditions atmosphériques passées. Le rover de la mission a détecté cet élément chimique moins d'une semaine après s'être posé à environ 70 degrés du pôle sud de la Lune, le 23 août 2023. Cet atterrissage historique sur la surface lunaire a fait de l'Inde le 4e pays à réussir l'alunissage d'une mission. C'est également le premier engin spatial à se poser aussi près du pôle sud de notre satellite. Il s'agit d'une importante zone stratégique, car on pense qu'elle abrite des gisements de glace d'eau. Si c'est vrai, les missions futures pourraient être en mesure de recueillir cette glace pour la transformer en eau potable ou même en carburant pour fusées. Pendant 2 semaines, l'atterrisseur a collecté des données, principalement axées sur l'analyse du sol lunaire et de son atmosphère extrêmement ténue. Pendant ce temps, le rover solaire Pragyan a commencé sa quête d'eau gelée sur la Lune. Quant à l'atterrisseur, il a réalisé un nouvel exploit le 3 septembre. L'engin spatial a allumé ses moteurs et s'est élevé d'environ 41 cm dans les airs. Il a ensuite fait un petit saut pour atterrir à une quarantaine de centimètres de sa position initiale. Il s'agit vraiment d'une prouesse. Il est essentiel pour les futures missions de pouvoir relancer un atterrisseur à la surface de la Lune. Cela montre qu'il sera possible de renvoyer sur Terre, et en toute sécurité, des échantillons de sol et des astronautes après une mission lunaire.
En septembre, la sonde indienne a été mise en veille. La nuit lunaire de 14 jours approchait, et la sonde n'était pas conçue pour collecter des données scientifiques durant cette période. À ce jour, plusieurs résultats majeurs de la mission nous ont été communiqués. L'un d'entre eux concerne la mesure de la température de la couche supérieure de la Lune à différentes profondeurs. Curieusement, la surface du satellite dans cette région s'est révélée plus chaude que prévu. On pensait que la température pouvait se situer entre 20 et 30 degrés Celsius à la surface. Or, elle avoisinait les 70 degrés. Une vraie surprise. L'autre découverte concerne la présence de plusieurs éléments chimiques, dont l'oxygène. Par ailleurs, les données reçues confirment la présence d'aluminium, de calcium, de fer, de titane, de silicium et d'autres éléments chimiques sur la surface lunaire près du pôle sud. Le rover a également utilisé des instruments spéciaux conçus pour mesurer les tremblements et les grondements souterrains afin de déterminer l'activité sismique. Et cela nous ramène au soufre détecté grâce au spectroscope du rover. Les scientifiques cherchent actuellement à savoir si cet élément s'est formé à la surface de manière naturelle ou s'il est le résultat d'une activité volcanique ou d'une collision avec un météore. Une autre trouvaille étonnante sur la Lune. Une pierre. Il s'agit peut-être de la plus ancienne roche terrestre jamais découverte. Cet éclat de 2 cm de large trouvé au milieu d'une grande quantité de roches ramenées sur notre planète par les astronautes de la mission Apollo pourrait s'avérer être un fragment de la Terre vieux de 4 milliards d'années. Et ça pourrait nous aider à mieux comprendre les chocs violents que la Terre a subis à l'aube de sa vie. Voici ce que les scientifiques supputent. Peu après la formation de cette roche, un impact d'astéroïde l'aurait projeté hors de la Terre. À l'époque, notre satellite était 3 fois plus proche de notre planète qu'il ne l'est aujourd'hui. La collision aurait été si puissante que ce caillou aurait atterri sur la Lune. Plus tard, ce fragment aurait été englouti dans une brèche lunaire, une sorte de roche hétérogène. Finalement, la roche a été ramenée sur Terre par les astronautes d'Apollo 14. Nous avions déjà trouvé des météorites provenant de Mars et de la Lune, mais c'était la première fois qu'une roche provenant de la Lune s'avérait être une météorite terrestre. Les scientifiques ont également découvert que la roche s'était formée dans un environnement riche en eau, à une température et une pression correspondant à celle qui règne à environ 19 km sous la surface de notre planète. En 2019, la mission chinoise Chang'e 4 est entrée dans l'histoire en se posant sur la face cachée de la Lune. Le rover de cette mission a permis aux chercheurs de visualiser les structures enfouies sous la surface du satellite, révélant des milliards d'années d'histoire lunaire. Le rover Yutu-2 a fait cette découverte grâce à son radar à pénétration lunaire. Il a obtenu des images en profondeur et réalisé une échographie des structures cachées sous la surface de la Lune. Il s'est avéré que ces structures se trouvaient à une profondeur de près de 300 mètres. Les recherches suggèrent que les 40 premiers mètres sous la surface sont constitués de couches de poussière, de terre et de roches. Les instruments utilisés ont également découvert un cratère caché qui a dû se former après qu'un objet de grande taille a percuté la surface de la Lune. Il y a très longtemps, de la lave s'écoulait probablement dans ces profondeurs. Selon les chercheurs, les roches brisées autour de cette formation seraient des débris produits par l'impact. Ils ont aussi constaté que plus les couches de roches volcaniques étaient proches de la surface, plus elles étaient minces. Une telle variation dans l'épaisseur des coulées indiquerait une diminution du nombre et de l'ampleur des éruptions au fil du temps. Ainsi, l'activité volcanique aurait progressivement diminué depuis la formation de la Lune il y a environ 4 milliards et demi d'années. Sur la face cachée de la Lune se trouve l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact de notre système solaire, le bassin pôle Sud-Aitken. Hélas, depuis la Terre, on ne peut voir que son bord extérieur, qui ressemble à une immense chaîne de montagnes. Il s'agit d'une énorme cavité de 13 km de profondeur, qui s'étend sur plus de 2500 km de diamètre et couvre un quart de la surface de la Lune. Les astronomes sont certains que ce cratère est apparu lors de la collision d'un astéroïde avec la Lune, il y a environ 4 milliards d'années. Et maintenant,
Regardez ce gigantesque morceau de métal. Il fait 4 fois la taille du Connecticut. Quant à son poids, exprimé en livres, il est suffisant de savoir qu'il comporte 18 zéros. Cette masse mystérieuse est cachée à environ 290 km sous la surface de la Lune, quelque part au milieu du bassin pôle Sud-Aitken. Elle a été découverte lors de la collecte de données effectuée par la mission GRAIL, ou Gravity Recovery and Interior Laboratory, de la NASA. En examinant ces informations, les scientifiques ont remarqué qu'à un endroit de la surface de la Lune, il y avait un étrange changement de gravité. Après avoir étudié ce phénomène, ils ont conclu que quelque chose de mystérieux devait peser sur le fond du bassin. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas trouvé l'origine de ce bloc étrange. Mais il existe plusieurs théories. Selon l'une d'entre elles, il s'agirait d'un morceau d'oxyde dense, apparu lorsque la Lune commençait à se former. À cette époque, le satellite était encore recouvert d'océans de magma, et le morceau pourrait s'être formé au dernier stade de son refroidissement. Cependant, la plupart des scientifiques soutiennent une autre théorie. Cette masse étrange serait en réalité un morceau de l'astéroïde géant qui a jadis créé le bassin pôle Sud-Aitken. Cette masse étant métallique, il s'agit probablement du noyau de fer et de nickel de l'astéroïde. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont reçu des données topographiques et ont découvert une grotte immense sous la surface de notre satellite. Il pourrait s'agir du résultat d'une activité volcanique intense datant de plus de 3 milliards d'années. Les coulées de lave ont durci, créant une croûte épaisse et dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave continuait à couler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. De nombreux petits puits découverts par la NASA à la surface de la Lune semblent être les ouvertures de ces tunnels de lave. Si cette théorie est confirmée, ces tunnels souterrains pourraient non seulement être très pratiques pour les futures missions spatiales habitées, mais aussi constituer des réserves d'eau d'une importance vitale pour les astronautes. Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel, et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre, mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Une autre théorie, dite de la capture, avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant. Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre, aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète, et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présents sur la Lune, ainsi que leurs proportions, devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre, ou s'agit-il de 2 planètes jumelles? La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ un quart de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot « planète ». Selon l'Union astronomique internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile. Suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite?
Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planètes doubles. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes éruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune, et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basalte volcanique. Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite. Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années. Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 km. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 km. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau. Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions, et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 km de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ces cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre, car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte. Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant, et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une peau souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise, et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins. Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue, et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium, et notre planète passe régulièrement au travers.
Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le 2e à orbiter ainsi autour de la Terre. Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. L'astéroïde suivait une autre orbite et s'est lentement éloigné. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse bien spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou repartent dans une autre direction. Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudroies et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé, dit-elle. » Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit de l'eau. Comment est-ce possible? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières. À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe.
La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond, incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde d'un côté et quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends, il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète. Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre. L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger. Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le soleil et la lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans 5 minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie. Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là. Tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en 2 parties, et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux. Elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il ? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de Roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent. Les gens applaudissent. La limite de Roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierres de lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux.
les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde. Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en 2, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en 2. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que la Terre va survivre? Notre satellite est divisé en 2 parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les 2 morceaux se recolleront dans quelques millions d'années, et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de Lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de Lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de Lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de Lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais,
L'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars, elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de séries, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés, les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi. Désolé, bonne nuit. As-tu déjà vu l'autre côté de la Lune ? Bien sûr que non, mais tu l'as peut-être déjà vu en photo. Dans ce cas, t'es-tu déjà demandé pourquoi ces deux faces ont l'air si différentes ? Eh bien, tu vas le découvrir. Beaucoup de gens pensent que si nous ne pouvons pas voir l'autre côté de la Lune, c'est parce qu'elle ne tourne pas autour de son axe. Mais ce n'est pas vrai. La Lune tourne bel et bien. Elle le fait simplement au même rythme que son mouvement orbital. C'est un cas particulier de rotation synchrone. La première fois que nous avons vu la face cachée, c'était seulement en 1959, grâce aux missions soviétiques Luna et plus tard au programme américain Apollo.
Lorsque Luna 3 et d'autres vaisseaux spatiaux ont transmis les premières images du côté opposé de la Lune, ils ont révélé un hémisphère beaucoup plus cratérisé qui ressemblait davantage à Mercure ou à Callisto, la Lune de Jupiter. C'était complètement différent de ce à quoi l'on croyait jusqu'ici. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert à quel point l'autre côté est vraiment étrange. Sérieusement, regarde ça! La face visible peut se vanter d'avoir une croûte plus fine et plus lisse. Ces magnifiques taches sombres sont appelées mers lunaires. Ce sont les derniers vestiges d'anciennes coulées de lave. Et quand on dit anciennes, on parle de plus de 3 milliards d'années. A l'inverse, la croûte de la face cachée est plus épaisse et les cratères sont plus marqués. Les coulées de lave n'ont presque pas eu d'effet sur ces cratères d'impact. Elle est également dépourvue de toute mer de grande taille. La face cachée ressemble à du fromage blanc séché. Et honnêtement, tu ne trouves pas toi aussi que la face visible est bien plus jolie? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Donc, il y a à peine 50 ans, nous avons appris pour la première fois l'existence de ces différences apparentes. Mais les scientifiques ont ensuite découvert quelque chose d'étrange. Les deux côtés diffèrent jusque dans leur composition géochimique. Et pas seulement dans ce domaine. Notre côté est plus fin que le côté opposé de plusieurs kilomètres. Mais d'où proviennent ces différences considérables sur une simple boule de roche flottante? Pour les scientifiques, c'était un mystère. Ils se sont mis à formuler de nombreuses théories. La théorie de la Lune fondue a été prépondérante pendant un moment. Elle indiquait que c'est à cause de la Terre que notre Lune est ainsi. Cela s'est produit il y a plusieurs milliards d'années. La Lune est née à cause d'une collision. Un jour, un objet de la taille de Mars s'est écrasé sur la Terre. À ce moment-là, un morceau s'en est détaché qui est devenu plus tard la Lune. Cependant, ce morceau était environ 15 fois plus proche de la Terre qu'il ne l'est maintenant. Certains artistes ont créé des images de la soi-disant Lune primitive. Contrairement à notre mignonne petite boule blanche, la Lune primitive avait un aspect étrange de boule écarlate bouillonnante. Ce morceau ne nous a pas quittés après la séparation. Il est entré en rotation synchrone avec nous très peu de temps après. Après la collision, la Terre était encore un enfer incandescent, plein de feu et de lave. Elle bouillait à une température de 2500 degrés Celsius. Et comme la Lune a toujours été tournée vers nous d'un côté, ce côté un peu fondu, cela expliquerait pourquoi la surface de la Lune, ce qu'on appelle le manteau, est plus mince sur le côté proche que sur le côté opposé. Pendant l'ébullition de la Terre, certains éléments se sont évaporés de celle-ci. Ils se sont ensuite déposés sur la Lune. Cela expliquerait la différence de composition géochimique entre les deux faces. Mais il y avait une faille dans la théorie. D'où venaient les éléments chimiques rares et étrangers, comme ces isotopes inhabituels de phosphore, de potassium et de tungstène? Le côté visible en est rempli. Or, ils n'ont pas pu provenir de la Terre. Il existe aussi d'autres théories. L'une d'entre elles avance qu'au départ, nous avions deux toutes petites lunes. Plus tard, elles auraient fusionné, d'où la différence dans leur composition. Mais cette théorie semble un peu farfelue, sans compter qu'elle comporte une faille. Par exemple, la transition entre les deux faces est beaucoup trop douce. Si notre Lune était issue de la fusion de deux petites lunes, cette transition serait plus abrupte. Les scientifiques étaient donc un peu perdus sur ce point. Mais récemment, ils ont enfin compris ce qui est réellement arrivé à la Lune. Et c'est grâce aux orbiteurs Grail de la NASA qui ont passé plus d'1 an à tournoyer autour de la Lune, à la cartographier et à étudier sa composition. Grâce à ces données, les scientifiques ont créé près de 360 simulations informatiques. Celles-ci ont révélé diverses projections d'impact, d'objets de taille variée, voyageant à des vitesses différentes. Les scientifiques ont comparé les résultats avec notre Lune actuelle. Ils ont essayé de déterminer quelle simulation se rapprochait le plus de l'état actuel de notre satellite. Ainsi, ils ont finalement résolu ce mystère vieux de 50 ans. La réponse consiste en une collision avec une planète naine il y a 4,3 milliards d'années. Cet énorme objet était légèrement plus grand que Cérès, qui est l'une des planètes naines de notre système solaire. Son diamètre est de 933 km, soit à peu près la taille de la France ou de l'Allemagne. Cet objet massif s'est donc écrasé sur la Lune, quelque part près du pôle Sud. Le choc a été si fort qu'il a changé l'aspect de la Lune pour toujours, laissant derrière lui une traînée de 5600 km. Il te faudrait environ 14 heures en avion pour parcourir cette distance. Ce cratère a recouvert toute la face cachée de la Lune. Il a endommagé son manteau et il a créé ce qu'on appelle le bassin pôle Sud-Aitken.
Il s'agit d'un cratère d'impact dont le diamètre est de 2500 km, soit l'équivalent du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunis. La formation de ce bassin a été un événement déterminant dans l'histoire de la Lune, et c'est le deuxième plus grand cratère d'impact du système solaire. La collision a également provoqué une puissante onde chaude qui s'est répandue sur la Lune. Cette vague a dispersé les restes de ces minéraux rares et chauds que les scientifiques ont trouvés sur la face visible. C'est ainsi que notre joli côté est devenu le foyer de ce qu'on appelle Procellarum Creep Terrain ou PKT en abrégé. Il s'agit en fait d'une anomalie de composition, une concentration de potassium, de phosphore et d'autres éléments rares comme le thorium. On peut dire que ces minéraux sont un cadeau pour nous de l'espace profond. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de collisions dans l'histoire de la Lune. Toutes n'ont fait que creuser ce cratère déjà grand. C'est pourquoi le manteau du côté visible est devenu de plus en plus mince au fil du temps. De plus, nos minéraux surdoués ont dégagé beaucoup de chaleur. Le manteau a donc fondu un peu plus, et encore plus. Cela a accidentellement provoqué le réveil des volcans lunaires. L'activité volcanique a augmenté sur le côté proche. D'intenses coulées de lave ont rempli les vieux cratères vides, et c'est ainsi qu'est née la magnifique mer lunaire. C'est à peu près comme ça que tout s'est passé. Toutes ces informations ont été obtenues grâce aux chercheurs des universités de Brown, Purdue et Stanford et du JPL de la NASA. La recherche a été publiée dans le Journal of Geophysical Research, Planets. Tu peux donc la lire plus en détail si cela t'intéresse. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la Lune. La priorité première est la mission de retour du bassin pôle Sud Aitken. Les échantillons prélevés là-bas seront utilisés pour déterminer plus précisément l'âge de la Lune, son histoire et la nature de la croûte et du manteau. Une autre cible cruciale est Moscovians. C'est le nom d'une grande plaine de lave sur la face cachée de la Lune. L'étudier nous aidera à mieux comprendre la différence entre les deux faces et nous dira aussi comment l'autre face s'est formée. Toutes ces connaissances sont importantes pour comprendre l'histoire de la Lune, mais c'est aussi très pratique pour l'exploration spatiale en général. Les scientifiques utilisent la Lune comme point de référence pour déterminer l'âge d'autres planètes et de mondes entiers dans l'espace. La Lune nous aide à déterminer la chronologie du développement de l'ensemble du système solaire. Alors reste à l'écoute pour de nouvelles recherches et découvertes passionnantes. Cette grande boule de feu située à des milliers de kilomètres de nous est l'objet le plus brillant de notre système solaire, ainsi que le plus grand. Si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket, alors la Terre serait un tout petit raisin. Mais le Soleil ferait paraître Jupiter ridicule. Cette grosse boule brûlante dans le ciel est composée d'hydrogène et d'hélium et mesure 1 400 000 km de diamètre, ce qui la rend plus de 100 fois plus grande que notre petite planète bleue. Il fait 5540 degrés Celsius à la surface et 15 millions de degrés en son centre. En revanche, la Lune est un peu plus facile à cerner, avec un diamètre d'environ 3500 km, soit moins d'un tiers de celui de la Terre. Elle peut sembler très grosse en train de flotter dans le ciel, mais c'est parce qu'il s'agit de l'objet le plus proche de nous. Mais que se passerait-il si les rôles, ou dans le cas présent les corps célestes, étaient inversés et que la Lune devenait tout à coup plus brillante que le Soleil? Explorons plusieurs scénarios. Scénario 1. Si la Lune devient plus brillante que le Soleil, les nuits seront plus lumineuses que les jours. Cela signifie que ton cycle de sommeil sera perturbé. Tous les animaux nocturnes seront complètement désorientés. Quand faut-il sortir et manger désormais? Au pôle nord et sud de la Terre, les nuits et les jours durent déjà plusieurs mois. Les habitants de cette région ont donc déjà une idée de ce que c'est que de dormir à 23 heures avec le soleil qui brille au-dessus d'eux. Pour le reste d'entre nous, ce ne sera pas si facile. Disons que tu es en train de camper, tu prépares un bon repas et tu te prépares pour une longue nuit. Après t'être frayé un chemin dans la forêt, tu trouves un endroit qui offre une vue imprenable sur le lac et le ciel clair. Il est 19h. Tu allumes un feu pour y cuire des marshmallows et tu prépares ton télescope. Le seul problème est que lorsque le soleil commence à se coucher, la lune éclaire le ciel encore plus intensément. Il ne fait pas aussi chaud qu'on pourrait l'imaginer car il ne s'agit pas de lumière directe du soleil, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours assez chaud. Scénario 2. Les températures vont certainement augmenter de toute façon. Cela signifie que la neige va fondre plus vite que tu ne pourrais dire « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici ?» La neige sur les calottes polaires sera la première à fondre, suivie par les calottes polaires elles-mêmes. Avec cette chaleur, le niveau des mers va monter et entraîner sous l'eau les petites îles éloignées, disséminées dans l'océan.
Les villes côtières disparaîtront, et tout le monde vivra plus près de l'intérieur des terres. Cela provoquera probablement une réaction en chaîne dans l'économie mondiale. Il n'y aura plus d'hiver, ce qui signifie qu'il n'y aura plus d'activités hivernales comme le ski, le snowboard ou les batailles de boules de neige. Les animaux et les plantes du monde entier seront affectés. Le monde se transformera en un grand désert. L'eau se fera rare au fil des ans, mais les gens trouveront un moyen de la préserver. Scénario 3. Tu es assis derrière ton bureau, tu t'ennuies. Tu manques de clients. Les gens n'achètent pas autant de lunettes de soleil que tu ne le pensais. Mais la lune devient soudain plus brillante que le soleil et tout le monde doit porter ses lunettes en permanence lorsqu'il sort. Tu ne peux pas répondre à la demande de lunettes de soleil, alors tu embauches plus de personnel et tu développes ton activité. Tu finis par devenir la première entreprise de lunettes de soleil du pays. On déconseille de regarder le soleil à tout moment du jour ou de la nuit. Les villes sont couvertes d'immenses visières pour réduire la luminosité au quotidien. Les lunettes de soleil se trouvent de toute taille et de toute forme pour les différents moments de la journée. Certaines ressemblent à des lunettes de protection fixées autour de la tête, tandis que d'autres ressemblent à de grands casques. Scénario 4. L'atmosphère de la Lune est si fine qu'elle ne peut rien retenir. Tout comme dans les déserts sur Terre. Il n'y a pas de nuages pour apporter de pluie, c'est pourquoi il fait toujours chaud ou froid. Oui, le plus grand désert du monde est le continent antarctique, qui est un désert froid et stérile, contrairement à ce que les gens pensent du désert du Sahara. Donc si tu veux toujours atterrir sur la Lune, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois maintenant. Les personnes qui travaillent dans la Station spatiale internationale devront se trouver un nouveau bureau. La Lune sera trop brillante pour qu'on puisse la voir, compte tenu de la distance qui les sépare. Si la Lune est juste plus brillante que le Soleil, en omettant la chaleur, alors la Station spatiale aura besoin de quelques petits ajustements pour empêcher la lumière d'entrer. La raison pour laquelle nous voyons la Lune sous différentes formes est due à sa position par rapport au Soleil. La Lune ne tourne pas, contrairement à la Terre. Elle est en quelque sorte collée à nous et montre toujours le même côté. Ainsi, selon la position de la Lune au cours du mois, nous aurons une nuit super lumineuse pendant la pleine Lune et des nuits relativement brillantes pendant le reste du mois. Scénario 5. Si la Lune devenait plus brillante que le Soleil, elle produirait plus de chaleur que le Soleil et deviendrait aussi probablement plus grosse. La gravité sur Terre changerait considérablement en raison de la nouvelle taille de la Lune. La structure entière de l'orbite changerait et affecterait les objets célestes qui flottent dans l'espace. Les planètes commenceraient bientôt à tourner autour de la Lune. La Terre pourrait s'éloigner davantage du Soleil. Si cela se produisait, tout devrait se réajuster aux changements radicaux de la gravité. Une gravité insuffisante signifie que les bâtiments n'auraient pas de fondations solides sur lesquelles reposer et finiraient par s'effondrer. Les ponts et les grands monuments ne tiendraient pas non plus. Les gens ne seraient pas capables de marcher correctement et le feraient d'une drôle de manière. Scénario 6. Dans plusieurs des scénarios, j'ai indiqué que la Lune était simplement plus brillante que l'objet qui émet la dite lumière. Mais dans ce cas, la lumière proviendrait de la réflexion du Soleil par la Lune, ce qui signifie que le Soleil devrait être 2 fois plus brillant qu'aujourd'hui. Si le Soleil devenait 100 fois plus grand, il émettrait plus de rayons, qui peuvent être nuisibles et émettre beaucoup de radiations nocives pour tout être vivant sur Terre. La force gravitationnelle du Soleil pourrait attirer d'autres objets en orbite autour de lui et amener d'autres objets de l'espace à rejoindre son orbite. Les planètes feraient la fête dans notre club galactique et nous pourrions être éjectés de notre orbite à nous. Bien sûr, cela poserait un plus grand risque pour tout ce qui se trouve sur Terre, car les choses deviendraient plus chaudes et plus sèches qu'auparavant. Scénario 7. Si nous parlons de la Lune qui devient plus brillante, nous pouvons aussi supposer qu'elle sera plus proche de la Terre que maintenant. La luminosité ne sera pas le problème ici, car la gravité entraînera des changements majeurs sur Terre. Mais chaque jour, 24 heures sur 24, il y aura une marée haute. Elle sera si extrême qu'il y aura des inondations constantes dans toutes les villes côtières. Toutes les îles seront submergées, ce qui augmentera la population des villes de l'intérieur des terres. La vie marine vivra le meilleur moment de sa vie lorsque l'eau submergera les sols. Les bateaux devront être repensés pour s'adapter aux nouvelles conditions, de même que les sous-marins. Le transport aérien sera la priorité, mais les grands navires de croisière auront un look futuriste et une carrure plus imposante pour résister aux vagues violentes. Les nuits seront très lumineuses par rapport aux jours ordinaires. La température mondiale augmentera, ce qui fera fondre la neige et fera monter encore plus le niveau des mers. Les comètes et autres objets célestes seront attirés par une force gravitationnelle plus forte, de sorte que nous devrons toujours lever la tête lorsque nous sortirons. Mais ne t'inquiète pas, la Lune est toujours là et le sera encore pendant très longtemps. La relation entre la Terre et la Lune est compliquée. Heureusement, nous n'avons qu'un seul satellite naturel.
D'autres planètes dans notre système solaire ont plusieurs lunes qui tournent autour d'elles. Certaines sont si grandes qu'elles ont la taille de la Terre. Imagine que plusieurs d'entre elles puissent affecter notre planète d'origine. Mais ça, c'est un sujet pour une toute autre histoire. Tu te réveilles un matin et tu regardes les nouvelles en prenant ton petit café. « Ils ont encore réussi! Sacrés scientifiques !» crie le présentateur du journal télévisé. Un rapport a été publié il y a quelques jours. La Lune s'éloigne de plus en plus de l'orbite de la Terre. Sa distance augmente de 5 cm par an. Au cours des 2000 dernières années, elle s'est ainsi éloignée de 660 cm au total. Ce n'est pas une distance trop importante, mais la nouvelle a quand même affolé les gens et les a inquiétés. Ils se sont rassemblés autour de la planète et se sont unis pour essayer d'empêcher la Lune de sortir de l'orbite de la Terre, même si elle ne quittera pas réellement son orbite avant 1 milliard d'années. Mais tout le monde était concentré sur les avantages de la Lune d'autrefois. Il est évident que la vie sur Terre, telle que nous la connaissons, n'aurait pas évolué pareil sans son existence. La Lune contrôle les marées et les molécules de l'atmosphère. Sans elle, les humains, en particulier, n'auraient pas évolué. C'est pourquoi, en raison de la reconnaissance envers la Lune, les hauts gradés ont ordonné aux meilleurs scientifiques de trouver une solution pour la rapprocher de la Terre. Un moteur à propulsion géant a été construit sur la face cachée de la Lune. Il a été allumé et les propulseurs ont essayé de pousser en avant, mais la force de départ n'a pas été assez forte pour pousser la Lune. Au lieu de cela, il a incliné l'axe de la Lune, la faisant tourner lentement. Alors que la Lune tournait, les scientifiques se sont empressés de l'éteindre avant que le moteur n'atteigne sa pleine puissance, car il se dirigeait hors de sa trajectoire. L'état-major n'était pas d'accord et leur a ordonné de poursuivre l'objectif. Les scientifiques ont insisté sur le fait que les calculs n'étaient pas corrects et qu'ils ne savaient pas exactement ce qui pourrait se produire. Leurs préoccupations ont été ignorées et ils ont dû simplement regarder comment la puissance des moteurs augmentait. Les moteurs ont lentement poussé la Lune et la distance a diminué. Mais comme elle a été donnée au mauvais moment, l'angle visé allait créer des complications. La poussée et la gravité de la Terre ont assuré que la Lune suive l'orbite à une distance réduite. Mais avec la combinaison de la poussée initiale sur un angle indirect, la Lune a été dirigée loin de la Terre et s'est rapidement éloignée de sa trajectoire sur le point de quitter complètement l'orbite. Alors que tu finis ton petit déjeuner et que tu éteins la télévision, tu sors pour regarder la Lune. Elle est bien au-dessus de toi et apparemment en bon état. Le présentateur du journal télévisé a sûrement exagéré. Tu te remets au travail. Les problèmes de la Lune ne sont plus qu'une question accessoire. Même si c'était vrai, comment cela pourrait-il affecter ta journée ? La matinée semble donc normale, un jour comme les autres au bureau en fin de compte. Pendant ta pause déjeuner, tu vas en ville et tu remarques en chemin que le vent se lève, devient plus fort et plus froid. Ça doit être une tempête qui approche. Tu vérifies rapidement l'état de la Lune. Elle semble plus petite, environ la moitié de la taille qu'elle avait ce matin. Mais c'est le milieu de la journée, donc elle est censée être de cette taille, n'est-ce pas ? Après avoir terminé ton repas au restaurant, tu pars et constates qu'il fait plus sombre. Le vent est beaucoup plus fort qu'avant, mais il n'y a pas de nuages d'orage dans le ciel. Les gens dans les rues observent le ciel, marqué par quelque chose, probablement une éclipse. Alors que les gens commencent à courir frénétiquement dans les rues, tu regardes au-dessus de toi et tu ne vois pas la Lune. Confus, tu décides de rentrer chez toi pour la journée. En arrivant chez toi, tu allumes la télévision. Le présentateur du journal télévisé, plus grave qu'avant, explique que la Lune a quitté l'orbite de la Terre et se dirige vers l'espace. La perte de la Lune signifie que le cycle quotidien a changé. Il n'y a plus que 6 à 12 heures de soleil par jour et plus de 1000 jours par an. Je vais devoir travailler 2 fois moins, tu te dis avec enthousiasme en levant les bras en l'air. L'absence de la Lune crée un monde complètement différent. C'est la gravité de la Lune qui maintient la Terre en place à un angle de 23,5 degrés, ce qui garantit les conditions météorologiques et les journées normales auxquelles nous sommes habitués. Déconcerté par toutes ces informations scientifiques, tu sors pour vérifier que tu n'es pas victime d'une blague. La semaine de travail plus courte semble trop belle pour être vraie. En regardant le ciel, tu remarques que les étoiles sont plus brillantes que jamais. Tu peux clairement voir les contours de la Voie lactée.
Les étoiles sont bien plus nombreuses que dans ton souvenir et Vénus brille bien plus que toutes les autres. C'est un spectacle magnifique, mais tu ne sais pas si la clarté du ciel nocturne valait la peine de faire disparaître la Lune. Tu n'as jamais été intéressé par l'astronomie. Tu décides d'aller te coucher. C'est une bonne idée de s'adapter au nouveau cycle du jour et de la nuit. Tu règles ton réveil sur 2 heures. Cela devrait être assez long, te dis-tu joyeusement. Demain, c'est samedi après tout. Tu dois te lever tôt pour aller surfer. Tu dois profiter des vagues de la marée haute. Tu te réveilles, tu prépares tes affaires et tu vas à la plage. Les nouvelles à la radio expliquent comment la Terre est maintenant plus vulnérable aux astéroïdes sans la Lune. Ensuite, ils parlent de certains problèmes avec les marées, quelque chose comme le fait que la marée est maintenant un tiers de l'envergure qu'elle avait avant. Tu ne sais pas comment cela peut affecter les vagues. Peut-être que cela signifie qu'elles seront plus grandes. Tu te gares sur la plage, tu prends ta planche et tu regardes vers l'endroit où les vagues sont censées être. Ça devrait être la marée haute, mais la mer est bizarrement beaucoup plus loin que d'habitude. Tu passes facilement sur la contrainte de devoir marcher vers l'eau. Après une longue marche pleine d'enthousiasme vers les vagues déchaînées, ton humeur change à mesure que tu t'approches et tu regardes bêtement les petites vagues. Bouleversé, tu rentres chez toi. En conduisant, tu écoutes les nouvelles et tu fais plus attention aux informations fournies. À la place des saisons structurées, il n'y a que des schémas météorologiques imprévisibles. Les vents sont plus rapides et plus forts, ce qui crée des tempêtes plus puissantes, mais à certains endroits, rien ne change. L'équateur n'est plus forcément toujours chaud. Les pôles ne sont pas constamment froids. Les profondeurs de l'eau diminuent. Les marées s'ajustent uniquement à la gravité du Soleil, réduite à 1/3 des profondeurs d'avant la Lune. Partout dans le monde, les mers changent d'altitude, rétrécissent au niveau des pôles et le volume d'eau autour de l'équateur se déplace. La Lune régule les marées et fournit les changements périodiques qui sont un élément clé pour aider à la vie sur Terre. Les formes de vie aquatique se déplacent vers les bas-fonds du monde entier. Les cycles de vie d'importantes formes de vie microbiennes ont été bouleversés. Tu ne pouvais pas imaginer que quelque chose d'aussi simple qu'un changement dans les marées pouvait être si important pour des milliards de formes de vie. L'eau et les précipitations, qui sont réparties sur toute la planète, ne peuvent plus assurer la subsistance là où elles le faisaient auparavant. Le climat est devenu plus extrême, plus chaud pendant de longues périodes et plus froid dans d'autres parties de la Terre. Au fil du temps, dans quelques milliers d'années, les déserts secs passeront à des périodes glaciaires. Ces changements intenses perturbent l'ordre naturel de toute chose pour la vie sur Terre. Non seulement la Lune contrôlait les marées et le temps, mais elle tirait les molécules de l'atmosphère en se déplaçant. Le mouvement désormais constant perturbe les molécules, créant des barrières pour l'évolution future. Tu rentres chez toi, bouleversé après avoir appris cette nouvelle décourageante. Non seulement tu ne pourras plus jamais surfer, mais toute la vie sur Terre va changer. Une ère de récession a commencé. Au cours de l'année suivante, la flore et la faune changent pour s'adapter à ce nouveau monde. Les animaux migrateurs qui se dirigeaient vers des pâturages plus verts ne trouvent rien du tout. Les oiseaux sont complètement désorientés par le changement des saisons. Les animaux qui hivernent entrent et sortent de leurs abris au mauvais moment, et la végétation a du mal à pousser en raison du manque de lumière du soleil. Les animaux nocturnes ne peuvent pas voir sans l'aide guidée du reflet de la Lune. Bien que Vénus soit la source de lumière la plus brillante lorsqu'il fait nuit, elle ne représente qu'un millième de fraction de la luminosité de la Lune. Les animaux prédateurs qui chassent la nuit ne sont pas capables de trouver leur proie, ce qui donne l'occasion aux petits animaux de prospérer. Bien que la vie sur Terre ait changé, elle continuera d'exister. Mais ces changements soudains constitueront un test pour tous les domaines de la vie. Au fil du temps, il sera très intéressant de voir quelles espèces se seront adaptées et auront évolué. Un monde où les rats et les souris seraient plus importants en raison de leur capacité d'adaptation pourrait faire émerger une nouvelle espèce dominante. Dans des millions d'années d'évolution, ce sont surtout leurs descendants qui prospéreront. Nous pourrions voir des souris herbivores de la taille d'un buffle traverser les plaines et des rats de la taille d'un tigre errer dans les jungles. Des souris arboricoles dotées de longs bras pourraient se balancer entre les branches.
D'autres se déplaceront probablement vers les mers à la place des mammifères pour se nourrir de la vie aquatique. Des rats prédateurs aux grands yeux pourraient avoir des traits similaires à ceux des chauves-souris, avec écolocation et devenir les maîtres de la nuit. Toutes les nouvelles espèces qui apparaîtront, sans aucun doute, continueront à être suivies par les humains, où qu'ils soient. Chaque année, en avril, un groupe de scientifiques observe la faible lueur des astéroïdes qui passent près de notre planète. Une année, ils ont remarqué quelque chose de bizarre qui scintillait dans leur télescope. L'équipe s'attendait à ce que ce soit un énième astéroïde, mais ils ont fini par être très surpris car ce qu'ils ont découvert était une roche spatiale inhabituelle qui n'était pas constituée des minéraux qui composent habituellement les astéroïdes. Elle était faite de silicate, le matériau que l'on trouve principalement sur la Lune. Ils l'ont nommé Kamo'oalewa, un mot hawaïen qui signifie objet céleste vacillant. La roche ne correspondait à aucun astéroïde géocroiseur que les scientifiques connaissaient déjà. Au lieu de cela, ce morceau présentait un motif de lumière réfléchie similaire à celui des roches lunaires que les astronautes avaient rapporté des missions de la NASA. Ce fragment s'est avéré être un quasi-satellite, qui est une sorte d'astéroïde en orbite autour de notre planète et du Soleil. Il tourne autour de la Terre, sur une orbite irrégulière assez inhabituelle. C'est la raison pour laquelle tu ne peux le voir dans le ciel nocturne qu'une fois par an. Le fragment est aussi très timide. Il ne s'approche jamais de notre planète à moins de 14 millions de kilomètres. C'est presque 40 fois plus loin que la Lune. De plus, ce corps spatial se cache souvent dans l'ombre. Les scientifiques ont compris que l'objet ne restera pas longtemps sur cette orbite. Il est probablement arrivé à sa position actuelle il y a environ 500 ans et son orbite va probablement changer au cours des 300 prochaines années. Ce fragment n'est peut-être pas seul là-bas dans l'espace. Il existe au moins 3 autres objets géocroiseurs similaires qui pourraient tous provenir du même endroit. Les chercheurs ne sont pas encore sûrs de la nature de la roche, mais ils pourront en savoir plus sur cet objet spatial inhabituel s'ils envoient un vaisseau spatial pour collecter des échantillons et les rapporter sur Terre. C'est ce que l'agence spatiale chinoise prévoit de faire plus tard dans la décennie. La Lune est apparue au milieu du chaos et il existe plusieurs théories sur la façon dont cela s'est produit. La première affirme que la Lune n'était autrefois qu'un corps errant semblable à un astéroïde. Elle s'est formée quelque part dans notre système solaire. Un jour, elle s'est approchée trop près de la Terre et a été capturée par la gravité de notre planète. La deuxième théorie dit que notre planète tournait si vite qu'une partie du matériel s'est détachée et a commencé à tourner autour d'elle. L'un des plus gros morceaux était la Lune. La troisième théorie affirme que la Lune s'est formée au moment où notre planète traversait son propre processus de formation. Mais aujourd'hui, la théorie la plus largement acceptée est la suivante. Un jour, il y a très longtemps, mais pas dans une galaxie très lointaine, la Terre est entrée en collision avec une planète de la taille de Mars. Les débris et les nuages de poussière de la collision se sont rassemblés autour de notre planète et ont commencé à lui tourner autour. Finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune s'y est formé. Les missions Apollo ont rapporté plus d'1 tiers de tonnes de sol et de roches de la surface lunaire. Ces roches ont montré que la Lune avait principalement les mêmes matériaux de construction que notre planète. Cela pourrait signifier qu'elles ont une histoire commune. Si la Lune s'était formée ailleurs et avait finalement été capturée par la force gravitationnelle de notre planète, elle aurait une composition différente. De même, si elle avait été créée en même temps que notre planète, ou si elle s'en était détachée, il y aurait les mêmes minéraux sur la Lune et sur la Terre. Mais les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau. De plus, le satellite naturel de notre planète est riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. La Lune n'est pas le seul corps spatial du système solaire à avoir un passé mystérieux. Hippocampe est une lune de Neptune découverte en 2013. C'est la plus petite lune de cette géante glacée. Elle ne fait que 30 km de diamètre. Elle est très proche de Protée, la plus grande des lunes intérieures de Neptune. Les scientifiques pensent qu'Hippocampe s'est probablement formé à partir de débris après la collision de Protée avec une comète. Si Hippocampe était entré dans l'orbite de Protée depuis un autre endroit de notre système solaire, la plus grosse lune l'aurait avalé ou aurait fait fuir la petite lune. Mais Protée elle-même ne fait pas partie de la première génération de lunes de Neptune. Elle a été formée à partir des restes du tout premier système de lunes de la planète. Ces premières lunes ont été détruites lorsque Neptune a capturé Triton, actuellement la plus grande de ces lunes. La principale preuve que la collision était probable est le fait que Triton tourne autour de Neptune à l'envers par rapport aux autres lunes qui orbitent autour de la planète. Neptune a capturé Triton depuis la ceinture de Kuiper. C'est une zone remplie d'objets glacés et de débris rocheux
rocheux qui s'étend au-delà d'Uranus. Cela signifie qu'Hippocampe est une lune de 3e génération. Le Soleil a également eu un passé turbulent. Notre étoile est apparue il y a environ 4,6 milliards d'années. Il est difficile d'étudier ses premiers stades de vie puisque cela s'est produit 50 millions d'années avant la formation de notre planète. Mais récemment, une équipe de chercheurs a découvert des cristaux vieux de plus de 4,5 milliards d'années, cachés profondément dans des météorites. Ils ont révélé certaines choses sur le passé de notre Soleil. Avant la formation des planètes, notre système solaire était composé de l'étoile centrale et d'un disque massif de poussière et de gaz chauds qui tournaient autour d'elle. En se refroidissant, la poussière et les gaz se sont transformés en minéraux, dont les cristaux que l'on trouve dans les météorites qui ont atterri sur notre planète. Ces matériaux anciens ont été irradiés, contrairement à certaines substances plus jeunes. Les chercheurs pensent que quelque chose a pu arriver au Soleil après la formation de ces cristaux. Peut-être que l'activité de notre étoile était alors moins intense, ou peut-être que, pour une raison inconnue, ces matériaux plus jeunes n'ont pas pu voyager jusqu'aux zones où l'irradiation était possible. Les planètes naines nous donnent un aperçu des plus anciennes années du système solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, les forces gravitationnelles de Jupiter, Saturne et Neptune se sont unies. Elles ont projeté des astéroïdes et des comètes à toute vitesse dans le système solaire, les faisant entrer en collision avec différentes planètes. Toutes les planètes naines de la ceinture de Kuiper, par exemple Pluton, Eris, Oméa, Makemake, ont leurs propres lunes qui se sont probablement formées après de puissantes collisions. Des débris glacés sur des orbites similaires à celles d'Oméa, par exemple, peuvent prouver la théorie d'une ancienne collision. Les débris qu'elle a créés n'avaient tout simplement pas assez d'énergie pour flotter loin de la force gravitationnelle de la planète naine. Cérès, une autre planète naine, a des argiles riches en ammoniac à sa surface. L'ammoniac n'est pas stable aux températures qui règnent sur Cérès, mais il y a beaucoup de cette substance dans le système solaire externe. Cela signifie que Cérès s'est probablement formé dans ses parties extérieures et a été projeté vers l'intérieur. Après tout, les géantes gazeuses migraient beaucoup lors des premiers stades du système solaire. Ou bien la planète naine pourrait s'être formée dans une ceinture d'astéroïdes, et l'ammoniac est apparu d'une manière ou d'une autre, mettons après un puissant impact sur la planète naine. Cérès pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les lunes glacées. Le fond des océans sur Terre a une forte concentration de minéraux carbonates et certaines parties de Cérès en ont aussi. Cela signifie que cette planète naine est comme une sorte de monde océanique fossilisé. De nombreuses exoplanètes, un terme utilisé pour les planètes situées en dehors du système solaire, ont également subi des collisions assez intenses à leur début. Ce système à double étoile se trouve à plus de 300 années-lumière de nous, et ces étoiles ont au moins 1 milliard d'années. Même s'il n'est pas jeune, ce système montre encore quelques signes de nuages tourbillonnants de débris poussiéreux qui n'ont pas encore refroidi, ce qui n'est pas quelque chose que l'on attendait d'un système stellaire de cet âge. Ces débris sont encore chauds, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir eu une forte collision de 2 planètes ou d'autres corps spatiaux de taille similaire dans cette région, et ce relativement récemment. Les particules de poussière tournent autour d'une jeune étoile. Elles se collent les unes aux autres et grossissent avec le temps, et c'est ainsi que les planètes se forment. Les restes de poussière se dépose souvent dans des régions lointaines et froides. Un exemple dans notre système solaire est la ceinture de Kuiper. Elle est située très loin, au-delà de Neptune. À mesure que les systèmes solaires évoluent, ces particules continuent d'entrer en collision jusqu'à ce qu'elles soient si petites qu'elles finissent par être attirées par les étoiles voisines ou expulsées du système. Uranus tourne de façon penchée si on la compare au reste des planètes de notre système solaire, et la seule explication que nous en ayons est une puissante collision dans le passé, quelque chose de bien plus gros qu'une comète ordinaire ou qu'un autre corps spatial de taille similaire a probablement heurté Uranus et a incliné l'orbite de la planète. C'était probablement une planète de 2 fois la taille de la Terre. Il pourrait s'agir d'une protoplanète, c'est-à-dire un corps spatial composé principalement de glace et de roches qui tourne autour d'une étoile et qui est susceptible de se transformer en planète à un moment donné dans le futur. Quoi qu'il en soit, les retombées de l'impact ont étouffé le noyau d'Uranus. Cela a empêché la chaleur à l'intérieur de la planète de s'échapper. Cela pourrait expliquer pourquoi Uranus a des températures extrêmement froides à sa surface. Alors n'oublie pas ton manteau. La hotline de la NASA ne cesse de sonner. Les opérateurs du centre d'appel sont en sueur à cause du stress. Ils ont à peine le temps de répondre au téléphone. Et tous les messages qu'ils reçoivent disent la même chose. Il y a quelque chose qui brille sur la Lune. En effet, des milliers d'astronomes amateurs observaient la Lune cette nuit-là. Et soudain, une lumière vive est apparue à sa surface, comme si quelqu'un y avait allumé un puissant projecteur.
les scientifiques ont immédiatement commencé à chercher une explication à ce phénomène. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait simplement de la lueur d'un avion volant entre les observateurs et la Lune. Mais alors, elle n'aurait pas été vue par autant de personnes depuis différentes parties du monde au même moment. Les suspects suivants ont été les satellites Starlink. En théorie, l'un d'eux aurait pu jouer un tour mesquin aux astronomes amateurs. Ces derniers auraient pu confondre la lumière du petit satellite avec un flash de lumière sur la Lune. Mais là encore, si le satellite était coupable de cette pagaille, l'éruption lumineuse n'aurait pas été statique, mais en mouvement. Alors que certains scientifiques continuent de chercher une explication à ce mystère, d'autres ont décidé d'étudier le phénomène plus en profondeur. Dans cette optique, ils ont construit un nouveau télescope au nord de Séville, en Espagne. Les conditions qui y règnent sont tout à fait adaptées à l'observation de la Lune. Le télescope est équipé de 2 caméras contrôlées à distance depuis un campus en Allemagne. Si les 2 caméras détectent un phénomène inhabituel à la surface de la Lune, le télescope y zoomera rapidement pour voir ce qui se passe. Il faudra aussi une intelligence artificielle avancée pour apprendre aux caméras à faire la distinction entre ce phénomène lunaire inexpliqué et la lumière d'un avion, d'un satellite ou d'une petite météorite qui viendrait de pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Pendant que le télescope fait ses recherches, nous avons déjà une théorie qui pourrait expliquer l'apparition de ces éclairs ronds et brillants à la surface de la Lune. Nous savons que la Lune influence les marées des mers et des océans sur Terre avec sa force gravitationnelle. Mais la Terre peut affecter la Lune de la même manière. Seulement, cette force est 32,5 fois plus intense. À un moment donné de sa rotation autour de la Terre, la Lune est à son point le plus proche de notre planète. C'est alors que la force de l'interaction est la plus grande. À ce moment-là, les forces de marée peuvent forcer les fissures de la surface de la Lune à s'ouvrir et libérer du gaz depuis l'intérieur. Un puissant jet de gaz soulève alors la poussière lunaire avec lui. Et ce que nous percevons comme un flash lumineux à travers nos télescopes n'est en fait qu'un brouillard de poussière qui est rond et reflète bien la lumière du Soleil. Si tu l'observes de loin, cela ressemble vraiment à un flash. On pense que lorsque la poussière s'est élevée, il y a eu une petite explosion. Et ce flash s'estompe progressivement à mesure que la poussière se stabilise. Ces phénomènes se produisent en permanence à la surface de la Lune. On les appelle des phénomènes lunaires transitoires. Mais en plus des flashs lunaires, des choses bien plus mystérieuses et bizarres se sont produites. En 1178, 5 moines ont affirmé avoir vu la Lune qui avait la forme d'un croissant, commencer à se scinder en deux à partir d'un point supérieur. Puis, du feu et des étincelles ont commencé à jaillir de l'endroit de la séparation. C'était comme si un dragon crachait des flammes. L'instant d'après, la Lune s'est mise à pulser, puis est revenue à son état normal. Ce phénomène s'est répété plus de 10 fois, et les flammes ont pris des formes différentes à chaque fois. Lorsque ce cauchemar s'est terminé, la Lune est devenue noire. Ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques ont tenté d'expliquer le phénomène. Ils ont émis la théorie qu'un gros astéroïde était entré en collision avec la Lune à ce moment-là. Et c'est cet astéroïde qui aurait été responsable de la formation du cratère Giordano Bruno, d'une largeur équivalente à 15 ponts de Brooklyn. Mais dans ce cas, des millions de tonnes de fragments de l'astéroïde auraient également frappé la Terre. Et à ce moment, les gens auraient vu une incroyable pluie de météorites. Elles auraient été très brillantes et les souvenirs qu'elles auraient laissés auraient certainement laissé des traces dans les archives. Or, rien de cela ne s'est produit. À vrai dire, le phénomène que les moines ont observé semble douteux. Peut-être ont-ils effectivement vu un astéroïde tomber, seulement il tombait sur la Terre elle-même. Et ils ont perçu la lumière de la météorite en feu comme quelque chose de sinistre se produisant sur la Lune. Ou peut-être que les moines ont simplement imaginé des choses. Il n'y a pas d'autres témoins connus de cet événement. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les voir lorsqu'elle est en forme de croissant. Et cela se produit le plus souvent dans le cratère Aristarchus. Les flashs vont et viennent très rapidement, presque comme des éclairs. En fait, il s'agit d'électricité. Les forces des marées sont aussi responsables de ce phénomène. Elles provoquent une accumulation de contraintes mécaniques dans les roches. Cela peut produire un champ électrique, créant les flashs bleus qui ont surpris de nombreux astronomes amateurs. On peut aussi percevoir un scintillement semblable à celui d'une étoile sur la Lune. Cela peut être attribué aux météorites qui tombent sur sa surface. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, les astéroïdes qui s'en approchent ne se consument pas. Ayant beaucoup de poids et de vitesse, ils provoquent une explosion au moment de l'impact. Et ici sur Terre, nous la percevons comme un scintillement stellaire. Par exemple, le 13 mai 1972, il y a eu un impact de météorite équivalent à 1000 tonnes de TNT
près de l'endroit où Apollo 14 a alluni. Si nous avions vécu beaucoup plus tôt, nous aurions pu être témoins de flashs lumineux constants à la surface de la Lune. Tous les cratères qui s'y trouvent sont formés par de telles frappes de météorites. Alors imagine les feux d'artifice qu'il y avait là il y a des années. Mais beaucoup de ces météorites étaient en fait utiles. Elles ont apporté de l'eau avec elles. Oui, il y a de l'eau sur la Lune. La NASA a confirmé ce fait après des études menées avec le télescope SOFIA embarqué à bord d'un avion. Les observations ont été faites depuis la haute atmosphère de la Terre. À une telle altitude, l'air sec a permis au télescope de distinguer les plus petits détails. Il y avait peut-être de l'eau dans les cratères au pôle de la Lune. Ces endroits n'ont jamais vu la lumière et l'eau qui s'y trouve pourrait être prisonnière de la glace. Mais SOFIA a trouvé de l'eau sur la surface éclairée de la Lune. Bien sûr, ce ne sont que des molécules de H2O présentes dans les couches de poussière, mais c'est déjà ça. Si nous parvenions à collecter toute cette eau, nous en obtiendrions très peu. En comparaison, le désert du Sahara contient environ 100 fois plus d'eau que ce que nous avons trouvé sur la Lune. Mais un phénomène encore plus inhabituel s'y déroule en ce moment même. La Lune est en train de rouiller, tout comme un vieux morceau de métal. Pour que la rouille apparaisse, il faut du fer, de l'eau et de l'oxygène. Le sol lunaire contient suffisamment de fer. Et comme nous l'avons déjà appris, il y a aussi de l'eau. La dernière pièce du puzzle est l'oxygène. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune et que nous ne pouvons pas y respirer. Mais l'oxygène y est tout de même présent. Le vent solaire l'a apporté jusque-là. Le vent provenant de cette étoile chaude se déplace à une vitesse extrêmement élevée. Il racle l'oxygène des parties supérieures de notre atmosphère et le transporte plus loin dans l'espace. Finalement, le vent chargé de molécules d'oxygène atteint la Lune. Et voilà, tous les ingrédients de la corrosion sont réunis. Et le minerai de fer à la surface de la Lune commence à prendre une teinte rougeâtre. Si ce processus se poursuit suffisamment longtemps dans un avenir lointain, la Lune ressemblera à Mars. Elle deviendra rouge-orange. Oui, la couleur caractéristique de Mars provient aussi de la corrosion qui a commencé là-bas il y a des milliers d'années, quand il y avait des rivières et des mers avec de l'eau et une atmosphère chargée d'oxygène. D'autres objets étranges que l'on peut voir sur la Lune ont été laissés là par des humains. Entre 1969 et 1972, 12 personnes ont visité la Lune dans le cadre du programme Apollo. En tout, il y a 6 sites d'alunissage où les astronautes ont laissé un tas de choses derrière eux. En plus d'une vingtaine de satellites et de vaisseaux spatiaux qui sont tombés ou ont atterri en douceur sur la Lune, il y a un rover lunaire, quelques drapeaux des États-Unis, une photo de famille de l'un des astronautes et même 3 balles de golf. Et les 2 premiers hommes à être allés sur la Lune ont laissé derrière eux tout un tas d'affaires. Lorsqu'ils étaient sur le point de rentrer chez eux, ils ont emporté beaucoup d'échantillons de sol et de roches. Et pour emporter tout cela, ils ont dû se débarrasser de tout ce qui était inutile à bord du module lunaire. La caméra de télévision, les outils de collecte d'échantillons, l'équipement scientifique et même les accoudoirs des sièges. Les astronautes sont restés à l'extérieur du module lunaire pendant 8 bonnes minutes et ont jeté toute une montagne d'objets inutiles. Si tu rassemblais tous ces objets et débris laissés là par les 12 astronautes et que tu les mettais sur une balance, elle afficherait environ 199 tonnes, soit l'équivalent de 3 chars blindés lourds ou 3 grands avions de ligne. Étrange, mais vrai. Notre système solaire est un endroit assez bizarre, avec tous ces phénomènes hors du commun, que nous n'avons pas encore réussi à expliquer. Selon certains, une gigantesque planète non découverte se cacherait derrière Neptune, des volcans sur Pluton cracheraient de la glace, et sur Mars, un immense canyon pourrait contenir tout le territoire des États-Unis. Revenons donc sur les faits les plus mystérieux du système solaire. Il a 4,6 milliards d'années. Il est si vieux qu'on parle de système solaire supérieur. C'est ce qu'en ont conclu des scientifiques après avoir étudié les matériaux les plus anciens qu'ils y aient trouvés, et par là, je parle de météorites. Vénus est une planète où tu ne pourrais pas porter de chapeau. Des vents violents y soufflent 50 fois plus vite que la rotation de la planète. Ils ne s'arrêtent jamais et ils semblent même se renforcer avec le temps. Tu veux changer d'air ? Il faut t'éloigner de 17,7 milliards de kilomètres de la Terre afin de quitter le système solaire. N'oublie pas ton GPS. Tu as probablement entendu parler du méthane, un gaz issu de processus naturels comme l'activité volcanique. Ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la cause de la plus grande confusion des astronomes.
En effet, le volume de méthane sur Mars ne cesse de croître et les scientifiques n'arrivent pas à comprendre d'où il peut provenir. Y aurait-il de la vie sur Mars ? Comme tu t'en souviens peut-être, Pluton était autrefois considérée comme une planète, mais elle a perdu ce titre en 2006. Plus tard, elle a été reclassée comme planète naine. Mais le plus surprenant reste sa taille, qui est plus petite que celle des États-Unis. D'est en ouest, les USA mesurent environ 4344 km et le diamètre de Pluton n'est que de 2370 km. Uranus tourne sur un côté et les astronomes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle cette planète a décidé de faire comme ça. Ce pourrait être éventuellement dû à d'anciennes puissantes collisions d'astéroïdes. Mais ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, Uranus est la seule planète à tourner de biais. Notre Soleil est incroyablement massif. 99,86% de toute la masse du système solaire équivaut à la masse du Soleil, essentiellement à cause de l'hydrogène et de l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants représentent principalement la masse des 8 planètes du système solaire. La Terre n'est pas la seule planète du système à avoir une activité tectonique. Les astronomes ont repéré ce qui ressemble à des falaises sur Mercure. L'activité tectonique pourrait effectivement expliquer son rétrécissement si rapide. Dans les films de science-fiction, le héros se retrouve souvent dans une ceinture d'astéroïdes où il évite d'innombrables rochers volants. Eh bien, désolé de te décevoir. Mais cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette zone, mais ils sont si espacés que les risques de collision sont quasi nuls. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie de corps glacés massifs. Le plus curieux dans cette formation, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. Leur seule explication est que Neptune pourrait nous cacher la vue d'une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le surnom de planète 9 et on attend juste que son existence soit confirmée. Ou pas. Les volcans sur Terre sont aussi différents de ceux de Pluton que le feu et la glace, au sens littéral. Alors que nos volcans crachent de la lave, les volcans de Pluton crachent de la glace. Quand elle est gelée, l'eau se dilate et cette énorme pression s'accumule jusqu'à ce que, boum, la glace crée une éruption. On appelle cela des cryovolcans. Japet, l'une des lunes de Saturne, a une couleur unique. Elle est bicolore. Un de ses hémisphères est clair et l'autre est sinistrement sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. Il y a une autre chose étrange dans l'atmosphère de Pluton. Tout d'abord, elle s'élève bien plus haut au-dessus de la surface de la planète que celle de notre Terre. Et en plus, elle comporte plus de 20 couches toutes super froides et très condensées. Nous vivons à l'intérieur du Soleil. Non, je ne veux pas dire que nous sommes les habitants de cette boule de lumière rougeoyante, située à environ 150 millions de kilomètres, mais l'atmosphère du Soleil s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve à l'intérieur. Ce sont d'ailleurs les rafales de vent solaire qui créent le phénomène époustouflant des aurores boréales et australes. L'océan présent sur Jupiter est plus grand que ceux de toutes les autres planètes du système solaire. Mais ce n'est pas le genre d'océan auquel tu penses, car il n'est pas fait d'eau. C'est un océan d'hydrogène métallique, profond, de 40 000 km, soit l'équivalent de la circonférence de la Terre. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile, alors qu'en surface, les températures y atteignent les 5000 degrés Celsius. Sa haute atmosphère est presque 100 fois plus chaude. Les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du Soleil pourraient avoir un lien avec ce phénomène unique. On a appris l'existence des magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600, mais ce n'est que récemment qu'il est devenu évident qu'elle n'était pas la seule planète à avoir des anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, en ont aussi, mais ils sont extrêmement fins et presque impossibles à distinguer. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et ne possèdent aucun anneau. Notre système n'est pas le seul dans la galaxie de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Alors imagine l'univers tout entier.
Sur Terre, on peut à tout moment tomber sur de la roche venue de Mars. Après avoir analysé les composés chimiques de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, ainsi qu'en Antarctique et dans d'autres endroits de notre planète, les scientifiques en sont arrivés à une conclusion choquante. Elles étaient toutes d'origine martienne. Mercure étant la planète la plus proche du Soleil, beaucoup de gens supposent simplement que c'est aussi la plus chaude. En fait, Vénus, qui se trouve 48 millions de kilomètres plus loin, est bien plus chaude. Le fait est que Vénus possède une atmosphère incroyablement épaisse, 100 fois plus dense que celle que nous avons sur Terre. De plus, cette atmosphère est presque entièrement constituée de dioxyde de carbone, plus connu sous le nom de gaz à effet de serre. Ces facteurs font grimper les températures sur Vénus jusqu'à environ 470 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre le plomb. Quant à Mercure, ses températures maximales atteignent à peine 430 degrés. Io, la lune de Jupiter, connaît un chaos sans fin en raison des centaines de volcans fumant à sa surface. Si tu visites cet endroit, tu ne verras que la fumée de ces volcans s'élever dans l'atmosphère. Le volcan le plus gros de tout le système solaire se trouve sur Mars. La taille de ce monstre est presque aussi importante que celle de l'État d'Arizona et sa hauteur est aussi impressionnante que celle du mont Everest. Comment se fait-il que cette chose soit devenue aussi énorme ? La réponse est simple. La gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur notre planète. Même si tu étais le plus petit des corps célestes, tu pourrais avoir ta propre lune. En 1993, la sonde Galileo, qui passait à côté d'un astéroïde miniature de 32 km de diamètre, a découvert que ce dernier avait une lune de 1,6 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tas d'autres lunes en orbite autour de planètes mineures de notre système solaire. Sur Mars, la vallée nommée Valles Marineris est 10 fois plus grande que le Grand Canyon, et ceci intrigue les astronomes car après tout Mars n'est pas une planète où la tectonique des plaques est active. À la surface de Jupiter, il y a une région étrange, appelée la Grande Tache Rouge. Récemment, les astronomes ont déduit que cette tache était en fait une tempête qui fait rage sur Jupiter depuis des siècles. Mais il y a environ 20 ans, ils ont remarqué que cette tache avait commencé à rétrécir. Aujourd'hui, elle est 2 fois plus petite qu'avant, même si elle reste 1,5 fois plus grande que la Terre. Connais-tu d'autres faits surprenants sur notre système solaire ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose, lève haut les pouces et partage cette vidéo avec tes amis. Oh et attends un peu, nous avons plus de 2000 vidéos fascinantes à te proposer. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur celle de gauche ou de droite pour en profiter. Et surtout, n'oublie pas de toujours prendre la vie du bon côté.